Quand on pose la question: «Le futur fait-il encore rêver?», la première chose qui vient à l'esprit, c'est de se demander, pourquoi est-ce qu'il ne ferait plus rêver? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une espèce de crainte ou une défiance par rapport à l'avenir? Et du coup, comment, aller de l'avant? Alors le 1er point, je pense, c'est de revenir sur ces craintes ou ces différentes manières dont, les sociétés, surtout occidentales, hein, je pense par rapport à d'autres gens dans le monde, les sociétés occidentales ont appris à se méfier de demain, hein, notamment tout au long du XXe siècle, à travers différents moments plutôt catastrophiques, hein, dans leur histoire, hein, qu'il s'agisse de la guerre, qu'il s'agisse de la guerre froide, d'enjeux liés à des technologies nucléaires, par exemple. Et donc il y a eu progressivement une espèce de crainte sur cette espèce de progrès, cette espèce de grande ligne droite, hein, vers laquelle on allait, où tout irait mieux, tout serait plus phénoménal et plus positif. Dans le même temps, effectivement, les choses se sont améliorées, il y a eu cette espèce de crainte qui est apparue, et ça on l'a vu, hein, tout au long du XXe siècle, hein, l'espèce d'idéal du progrès au long du XXe siècle, c'était l'an 2000, hein, les voitures volantes, une espèce de société d'abondance qui, le plus on se rapprochait de l'an 2000, le plus on avait du mal à imaginer des futurs plus lointains. Hein. C'est comme si l'espèce d'horizon temporel, hein, qui était l'an 2000 pour quelqu'un de 1900, quand on a été en 1995, c'était toujours l'an 2000, et puis aujourd'hui on est en 2019, hein, et on peut se poser la question de se dire mais c'est quoi notre an 2000 à nous en 2019? Et c'est là qu'apparaît justement ces craintes, ou peut-être avant même de parler de crainte, de blocage ou de difficulté à se représenter ce que pourrait être, hein, un futur qui serait mieux que ce qu'on a eu jusque-là. Un deuxième point qui est important, hein, qui est à la fois anthropologique et puis aussi environnemental, c'est que depuis pas mal de temps, hein, on commence à se rendre compte que nos modes de vie, amenés par le progrès, hein, notre relation à la technologie, notre relation à l'environnement, ne sont pas aussi positifs que ce qu'on imaginait. Et du coup, hein, on le voit dans tous les discours, hein, notamment dans le monde francophone, sur les questions d'effondrement, il y a un problème, et se projeter demain, c'est plus peut-être juste continuer cette ligne droite, hein, avec laquelle on voit que elle fonctionne pas. En tout cas, elle va être de plus en plus problématique. Puis un troisième point, un troisième élément de réponse sur le pourquoi et le problème du progrès, c'est aussi une prise de conscience un peu générale que l'abondance, ça va quand on a peut-être le ventre vide, mais à partir d'un moment, c'est pas le plus satisfaisant, et ça oblige du coup à se reposer la question de où on va. Hein, et donc où on va dans cette espèce de ce qu'un historien qui s'appelle François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire cette impression d'être toujours dans un espèce de présent qui évolue peu. C'est difficile de s'en détacher, c'est difficile de trouver des nouvelles projections, et c'est là où, moi, ce qui m'intéresse, hein, parce que moi je fais une anthropologie des technologies en lien notamment avec les pratiques de création, c'est de se dire mais qui essaie de réenchanter le futur, ou réenchanter des imaginaires nouveaux, différents. Et il est clair que dans les pratiques à la fois de création artistique, de designers, d'architectes, ou artistique dans la littérature, dans la création cinématographique, il y a tout un vivier en fait de connaissances, d'expérimentations, de tâtonnements qui sont intéressantes, et qui amènent à nous dire mais est-ce que au lieu de bâtir des futurs, hein, des avenirs qui seraient dans la ligne droite, hein, de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives, est-ce qu'il n'y a pas des manières de repenser ces scénarios, ces trajectoires, tout en, et c'est là je pense tout l'enjeu de la question à aller chercher dans ce vivier-là, tout en le mettant en relation avec des connaissances scientifiques, hein, qu'il s'agisse de sciences dures ou de sciences humaines et sociales, parce que, et ça je pense c'est un point qui est intéressant, c'est on ne va pas se passer de médiation technique, c'est-à-dire on ne va pas forcément mettre à la poubelle toutes les découvertes scientifiques, techniques des 2000 dernières années. Il y a peut-être des manières un peu plus respectueuses de notre environnement, des autres, de nos manières de vivre ensemble, qui peuvent les utiliser. Et là, je pense qu'il y a un point intéressant quand on parle de réenchanter ces imaginaires, c'est que les scientifiques eux-mêmes se rendent bien compte que dans leur travail, il y a un besoin de savoir à quoi telle découverte
sur, je ne sais pas, le génome pourrait servir, à quoi tel ou tel travail scientifique sur des nouveaux modes de production ou de stockage de l'énergie pourrait être utilisé. Tout ça a besoin d'une sorte de petit supplément qui ne soit pas juste de la technique, mais qui soit une manière de creuser les imaginaires. Et c'est là où justement la production, la création artistique, des designers, d'architectes, de littérature peut être utile, soit pour montrer des nouvelles voies, soit pour en arrêter certaines, soit pour interroger, mettre le doigt sur une question, pour aller de l'avant. On peut tout à fait imaginer, et on l'a déjà fait dans l'histoire humaine, que le progrès, ça passe aussi par d'autres manières d'être ensemble. La sécurité sociale, en France, après la Seconde Guerre mondiale, ça a été une rupture qui n'était pas technique du tout, mais qui a consisté à se dire on essaye de mutualiser des risques et du coup les partager. Donc je prends cet exemple-là pour dire qu'on est aussi aujourd'hui, avec les enjeux de crise environnementale, de ne pas trop savoir quoi faire des objets techniques aujourd'hui qui posent problème, qu'il s'agit peut-être aussi de réinventer des formes de progrès et qui passe par d'autres choses que la technologie. Il y a d'autres façons de faire ça, d'imaginer des liens entre du technique, du social, du politique. Tout ça est effectivement extrêmement lié et nécessite, je pense, c'est peut-être une clé de lecture importante de dire que les technologies, c'est jamais juste de la technologie, c'est des formes d'idéologie, des représentations, des manières d'être dans le monde qui sont inscrites dans des objets. Le web des débuts, tel qu'il avait été inventé au CERN par des gens comme Tim Berners-Lee, Robert Cailliau, c'est un objet dans lequel il y a une forme de partage gratuit de la connaissance, de mise en relation symétrique d'un point à un autre du réseau de documents. Et donc c'est à la fois un objet technologique, mais c'est aussi toute une vision du monde qui ne passe pas par une forme de mise sous propriété privée des documents, ça passe par des formes de partage, ça passe par une forme d'idéal académique et universitaire de partager les choses, qui a beaucoup évolué aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de réimaginer des formes tout à fait singulières, pertinentes pour utiliser les techniques. Il n'y a pas que la science-fiction, il y a aussi l'anthropologie et l'histoire qui peuvent nous aider à voir que dans le passé, des gens différents de nous, mais sur la Terre, ont été confrontés à des situations problématiques similaires dont on pourrait s'inspirer, ça c'est l'histoire, et l'anthropologie, et des gens ailleurs dans le monde, d'autres cultures, sont confrontés à des problèmes similaires aux nôtres, et donc du coup on peut s'en inspirer. Je pense que c'est tout ça dont il est, enfin moi c'est ce qui m'intéresse d'un point de vue anthropologique, c'est de mettre ensemble ces éléments-là pour se dire mais qu'est-ce que ça nous dit sur, non pas trouver la solution pour demain matin, mais réfléchir à des scénarios, des pistes possibles. Alors ça peut passer par du design fiction, qui est une manière de mettre en scène des scénarios sur demain à travers des objets très tangibles, de faire par exemple un manuel d'un objet qui n'existe pas pour montrer comment notre objet pourrait soit être très dangereux, soit nous servir. Ça, c'est une chose possible, mais ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être de faire de la science-fiction, ça peut être de faire de l'architecture complètement spéculative pour débattre du futur d'une ville, ça peut être d'écrire un récit de voyage, parce que je travaille sur des choses de ce genre-là actuellement, qui racontent comment, dans certains coins du monde, des gens vivent autrement et du coup on pourrait s'en inspirer. Et donc, il y a, sans parler juste de mon point de vue, je pense qu'il y a un appétit pour ces choses-là, qui est plus juste de se dire, mais est-ce que c'est un appétit, une crainte pour demain? C'est plutôt servir ou de donner du grain à moudre, en fait, à des gens qui commencent à se dire, mais on peut ne plus se poser la question du futur. C'est sûr que ça fait peur, c'est sûr que c'est problématique, mais on va vivre dans ce demain, et du coup, il faut nous donner des clés de lecture et de compréhension pour ça.